Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie. Bonjour Maude, bonjour à tous. Alors on reste ce matin sur le thème de ce micro-trottoir produit par les équipes de Ligne Droite pour parler justement du laxisme, de l'absence d'une justice dissuasive et aussi on parlera de la montée de l'islamisme, de l'antisémitisme et de l'état de notre laïcité ainsi que de la politique institutionnelle qui traverse notre pays avec cette crise. Bonjour Michel Taube. Bonjour, bonjour Merci. Marie, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes l'invité de notre grand entretien pour parler de tous ces sujets d'actualité. Vous êtes écrivain, vous êtes éditorialiste politique et fondateur du média en ligne Opinion Internationale. Alors pour commencer, on vous a proposé d'ouvrir sur un édito de votre choix. Alors je vous laisse la parole, c'est vous qui ouvrez ce grand entretien. Alors, effectivement, d'abord je salue les auditeurs de Radio Courtoisie, puisque c'est la première fois que je suis sur votre antenne, et le pluralisme de la presse, des médias, c'est une des valeurs cardinales d'une société, donc bravo à Radio Courtoisie, et chacun a sa place dans le paysage audiovisuel français. Alors je voulais évidemment revenir sur les propos qu'a tenu la veuve du gendarme Comines qui a été assassiné suite à un refus d'obtempérer dans le sud de la France. Et on entend beaucoup parler depuis 24 heures de l'idée de rétablir la peine de mort. Alors la veuve n'a pas exactement demandé le rétablissement de la peine de mort, mais elle a dit deux choses. Elle a dit la France a tué son mari et elle a incriminé quand même les lois de 1981. Elle a parlé des lois 1981. Et il est difficile de ne pas penser que dans les lois 1981, il y avait aussi, notamment, l'abolition de la peine de mort, qui a été votée par l'Assemblée nationale, enfin par le Parlement français, en septembre 1981. Et en fait, moi, je voudrais dire avec force que je suis contre le rétablissement de la peine de mort. Et pour des raisons pas que morales, pour des raisons surtout d'efficacité de la lutte contre la criminalité. D'abord pour des raisons morales, parce qu'on a le droit de se poser des questions philosophiques lorsqu'on touche aux questions de justice. Et je considère que cette table de la loi « tu ne tueras point », elle s'applique autant aux futurs criminels qu'à la société elle-même. Tu ne tueras point. La société n'a pas à tuer une personne, quels que soient les faits qu'elle ait commis. Nul n'a le droit de vie ou de mort sur autrui. Et surtout pas, j'ai envie de dire, la société. Surtout pas la société. Donc, après, certains y ajoutent des considérations également religieuses. Ça prendrait trop de temps, mais si vous prenez les grandes religions monothéistes, le judaïsme a mis très longtemps à se détourner de la peine de mort. Le christianisme également, pendant des siècles, l'Église catholique était pro-peine de mort. Elle a beaucoup pratiqué la peine de mort dans l'histoire. On se rappelle de l'Inquisition où il y avait de nombreuses condamnations à mort. Et puis depuis Jean-Paul II, elle est devenue abolitionniste, pleinement abolitionniste. Elle est devenue un des acteurs les plus engagés contre la peine de mort. Mais ça, c'est des raisons philosophiques. Moi, je suis contre la peine de mort d'un point de vue philosophique. Mais je le suis aussi d'un point de vue de politique pénale. La peine de mort n'a jamais été dissuasive. Il n'y a jamais eu de pays qui abolisse la peine de mort qui ait entraîné immédiatement une augmentation des faits de criminalité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça ne fonctionne pas comme ça parce que la personne qui va commettre un crime, le criminel qui va passer à l'acte, il ne se dit jamais « Ah, je risque la peine de mort, donc je ne vais pas tuer la personne que je suis sur le point de tuer. » La peine de mort n'est pas dissuasive. Alors, La peine de mort, c'est de la vengeance, ce n'est pas de la justice. Et la vengeance, ça crée encore plus de crimes et de violences derrière. Et donc, autant je comprends qu'une veuve qui soit sur le coup de l'émotion, je vais en parler encore si vous me laissez 2 minutes après, mais en termes d'efficacité des politiques pénales, la peine de mort, elle ne sert à rien. En revanche, ce qui servirait, c'est des peines de prison incompressibles. C'est qu'une personne qui est condamnée à 35 ans de prison ferme fasse les 35 ans de prison ferme et qu'elle ne ressorte que si on a vérifié qu'elle ne constitue plus un danger pour la société. Donc ça c'est nécessaire d'avoir une politique pénale extrêmement ferme, extrêmement dure. Mais la peine de mort, non. Et je terminerai en disant que, j'aurais peut-être dû commencer par cela, la veuve du gendarme, moi j'ai milité
pendant 10 ans contre la peine de mort dans le monde. Je suis le fondateur de l'organisation Ensemble contre la peine de mort, que j'ai quitté maintenant il y a plus de 10 ans, qui malheureusement aujourd'hui est dirigée par des gauchistes et des personnes qui, à mon avis, n'ont pas su faire prospérer l'organisation comme ça aurait pu être le cas. Et j'ai côtoyé beaucoup de familles de victimes, de criminels, notamment aux États-Unis. Des femmes qui avaient perdu leur fils, leur mari, leur papa, qui avaient été victimes de monstres qui avaient assassiné leur conjoint. La plupart étaient contre la peine de mort. Il est rarissime que la famille d'une victime soit dans la vengeance. C'est ça la réalité. C'est des postures d'éditorialistes de dire il faut la peine de mort, il faut la peine de mort. Non, les victimes souvent, elles sont plus d'abord dans la douleur, ensuite éventuellement dans la compassion, mais pas dans la vengeance. Et on ne voit jamais des faits où on nous dit une victime a tenté de se venger sur le criminel qui a tué leur fils, leur fille, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça la réalité. Et donc, c'est pour ça aussi que les paroles de la veuve du gendarme sont d'une force inouïe. C'est rarissime que la famille d'une victime tienne un discours politique dans les heures qui suivent l'assassinat de leur conjoint. C'est dire combien la France est en souffrance, et c'est dire aussi combien je comprends ces paroles, je les comprends. C'est rarissime qu'une victime, encore une fois, dise des propos aussi politiques. La France a tué mon mari. Donc j'entends dans ces paroles le cri de colère et les pleurs d'une société qui n'en peut plus de voir des criminels pouvoir continuer à sévir. Mais la peine de mort n'est vraiment pas la solution. Bah alors justement, ça introduit notre sujet, hein, Michel Taub, puisque évidemment notre premier sujet va être de parler de ce drame et du laxisme généralisé, de la prise de parole évidemment de la veuve Comines. Je vais d'abord vous faire écouter ce qu'elle a dit hier pour nos auditeurs. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite. Et j'en passe. C'était la veuve du gendarme qui est décédée dans ce refus d'obtempérer à Mougins, à Cannes, dans la nuit de lundi à mardi. Michel Taub, vous êtes un fervent, défenseur de l'abolition de la peine de mort. On vient d'entendre les propos donc de la veuve éplorée qui évidemment pointe ce laxisme généralisé. C'est vrai que ça étonne. Vous l'avez dit, on n'a pas l'habitude d'un discours aussi clair, en fait, sans détour, au lendemain d'un drame. Et pourtant, le débat n'a pas tant été, je pense, autour du rétablissement de la peine de mort. Je voulais justement en parler avec vous, qui n'est de fait dans aucun programme politique. Aujourd'hui, personne ne remet en cause cette abolition. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur depuis ces propos tenus, mais toute la question n'est pas plutôt de se dire, est-ce que 40 ans plus tard, après l'abolition de la peine de mort, les voyous ne sont-ils pas les rois ? N'ont-ils plus peur de rien ? Est-ce qu'on se serait pas trompé, en fait, dans les années 80, d'une certaine manière, en mettant fin au principe de dissuasion ? Vous en parlez de la dissuasion tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est pas dissuasif, selon vous ? Alors, soit on parle de la peine de mort, soit on parle de la politique pénale. Qu'il y ait eu un laxisme judiciaire, mais ça remonte à même avant les années 80. C'est-à-dire qu'on est en France, dans une société qui, vis-à-vis des criminels, n'est pas assez dure. C'est-à-dire on a à la fois un système pénitentiaire des prisons qui sont des véritables écoles du crime parce que les détenus vivent dans des conditions absolument déplorables et il n'y a aucun effort qui est fait pour essayer de les remettre sur le droit chemin. Mais en même temps, les peines de prison prononcées sont souvent commuées en peine de prison avec sursis, en peine alternative. Et pour ceux qui commettent des crimes graves, ils ont des possibilités nombreuses d'écourter leur peine. Donc, moi, je suis vraiment plus pour un système pénal extrêmement sévère, très dur, avec des peines de prison où il soit beaucoup plus difficile de les écourter, d'obtenir des remises de peine, que, encore une fois, rétablir la peine de mort. Pourquoi j'ai voulu faire l'édito sur la peine de mort ?
Parce que sur les réseaux sociaux et dans plusieurs grands médias, on a vu des éditorialistes s'exprimer sur la peine de mort. Et je répète, la veuve commune n'a pas parlé de la peine de mort. Enfin, elle a parlé des lois de 1981 en disant que c'était grosso modo le moment à partir duquel on est rentré dans une justice laxiste. Mais sous Valéry Giscard d'Estaing, il y avait aussi des crimes odieux qui étaient commis, il y avait aussi de la criminalité. Donc si vous voulez, je pense que l'augmentation de la criminalité dans notre pays n'est pas tellement liée à un système pénal laxiste. Il l'a toujours plus ou moins été en France, mais plus lié à la montée du manque de respect de l'autorité, à la montée d'une population qui est de plus en plus violente et agressive, notamment chez les jeunes, etc. Donc moi, je pense que c'est vraiment... Le tournant, c'était pas 1981. Le tournant, c'était que depuis des décennies, on est en France dans un système totalement paradoxal où d'un côté, on a des prisons qui sont des vraies écoles du crime, alors qu'elles devraient être là pour redresser et punir et redresser les détenus, et en même temps, un laxisme de la justice, un laxisme des juges, un laxisme de la justice. Au point de départ, dans cette tragique perte d'un gendarme, il y a un refus d'obtempérer. Si déjà les 25 000 refus d'obtempérer se traduisaient par des peines planchées effectivement appliquées de condamnation à 15 000 euros d'amende systématiquement, comme c'est le cas actuellement prévu par la loi, et à des peines de prison ferme, comme c'est également prévu par la loi pour chacun des 25 000 refus d'obtempérer, je peux vous dire qu'il y en aurait beaucoup moins des refus d'obtempérer. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'applique pas les lois et que la justice n'est pas ferme. Que la justice, par exemple, lorsqu'un représentant de l'ordre des forces de police se voit agressé, insulté, défié dans son autorité par ce refus d'obtempérer, la justice, elle laisse faire. Elle laisse passer, elle fait éventuellement un rappel à la loi. J'ai retrouvé les chiffres parce qu'ils sont très difficiles à trouver des jugements sur ces faits de refus d'obtempérer. D'abord, il y a très peu de chiffres. Il faut remonter quasiment à 2018 pour trouver des statistiques. Et en fait, la plupart de ces faits ne sont pas poursuivis. Et ensuite, lorsqu'ils sont poursuivis, ils sont classés sans suite. Pour la grande majorité d'entre eux. Donc, les peines effectives sur les 25 000 refus d'obtempérer, elles sont ridicules. C'est ça le problème. C'est qu'on n'applique pas les lois et que la justice n'est pas suffisamment ferme. Mais la question, c'est pas, à mon avis, du tout celle du rétablissement de la peine de mort. Si demain on rétablit la peine de mort, ça va pas faire baisser la criminalité. C'est ça que je veux dire, en fait. Et alors, peu de personnes en soi sont favorables, on va dire, dans les partis politiques à une perpétuité réelle. Je pense qu'à droite, il n'y a pas de tabou là-dessus. Tous, hier, l'ont redit qu'ils n'étaient pas favorables à un rétablissement de la peine de mort, mais bien à une perpétuité réelle. Je pense à Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national, à Marion Maréchal. Est-ce que vous pensez que, une fois que le constat est fait, qu'on est d'accord là-dessus, que la justice est évidemment trop laxiste, que les Français se sentent délaissés, n'ont plus confiance, pour autant, voilà, on connaît une crise institutionnelle grave, ces partis ne sont pas représentés comme ils auraient pu l'être au lendemain des élections législatives, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'est pas fait voler d'une certaine manière ? Une élection, j'en viens là parce que ce sont les seuls à en parler de cette perpétuité réelle. Alors, je pense effectivement qu'il y a un fossé gigantesque dans notre pays entre la demande de la société d'un retour de l'autorité et notre personnel politique. Lorsque j'ai appris, parce que j'étais passé à côté de cette information. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple. Dans les prisons françaises, on n'a plus le droit de faire des fouilles systématiques dans les prisons sur les détenus au retour des parloirs. Vous savez qui a fait adopter cette loi interdisant la fouille systématique des détenus au retour des parloirs? Vous savez qui c'est? À votre avis, c'était un Robert Badinter? C'était une femme ou un homme politique de gauche? Non. C'était Madame Michèle Alliot-Marie, ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy en 2009. C'est-à-dire que c'est une personnalité de droite qui a introduit, comme beaucoup d'autres de ses confrères et de ses consoeurs, des mesures dites d'état de droit, mais qui sont en fait des mesures de lâcheté et de laxisme politique. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a en fait une grande hypocrisie, et moi-même, je suis intimement convaincu qu'au Rassemblement national, je ne suis pas sûr que s'ils arrivent demain au pouvoir, ils feront le quart ou la moitié des mesures qu'ils proposent.
C'est ça que Parce je qu'ils pense. en auraient peut-être pas les moyens. Est-ce qu'ils en auraient toute la volonté? Est-ce qu'ils en auraient tous les moyens? Je pense que on est face à une telle culture politique du laxisme par rapport à l'autorité. Mais l'autorité, c'est pas que la justice. L'autorité, c'est aussi les enfants par rapport aux parents, par rapport à l'école. Il y a un manque de respect de l'autorité qui est devenu, mais qui a explosé depuis qu'on a une nouvelle génération de jeunes. Étant père de famille, je sais de quoi je parle. On a une nouvelle génération qui n'a plus de limites à cause des réseaux sociaux, à cause de leur fréquentation, etc. Et donc, si vous voulez, la seule issue, moi, que je vois, c'est l'organisation d'un grand référendum sur les mesures de justice et d'autorité. Pourquoi ? Parce que les seuls qui le veulent vraiment, ce sont les Français eux-mêmes. Les seuls qui veulent vraiment un retour de l'autorité dans la justice, dans l'école, dans les familles, ce sont les Français eux-mêmes. Et donc, s'il n'y a pas une femme ou un homme politique pour demander la légitimité du peuple français, pour dire, effectivement, on va revenir sur plein de lois qui sont trop laxistes, on va mettre un grand coup de barre d'autorité. Mais ça passe par un référendum et probablement par une révision constitutionnelle. D'ailleurs, une petite parenthèse, l'abolition de la peine de mort, c'est pas que 1981, c'est aussi 2007, et j'y ai personnellement contribué. Jacques Chirac, en février 2007, ça a été un de ses derniers actes de président de la République, avant qu'il ne passe la main à Nicolas Sarkozy. Il a fait réviser la Constitution, et il y a un titre de la Constitution qui s'appelle de l'abolition de la peine de mort, et qui a donc inscrit dans la Constitution l'abolition de la peine de mort. Donc ceux qui voudraient rétablir la peine de mort, il faudrait changer la Constitution. Oui. Bonjour, c'est pas pour demain matin. Mais pour revenir sur les questions de justice, de fermeté, d'autorité, je pense qu'il faut interroger les Français. Il faut demander aux Français l'onction populaire du peuple français pour pouvoir instaurer des lois de grande fermeté, perpétuité réelle face à des crimes odieux, respect de l'autorité, peine de prison systématique, automatique, peine plancher quand il y a des défis à l'autorité, manque de respect d'un gendarme, etc. etc. Sinon, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et même si demain Marine Le Pen est élue président de la République, elle aura beaucoup de mal à le faire si elle ne s'appuie pas sur un soutien populaire. Parce que le peuple, lui, le veut. Il le veut parce que le peuple a plein de bon sens. Le peuple français veut de l'autorité, veut de l'ordre, veut de la liberté, mais dans un système d'ordre et de respect mutuel. Sinon, effectivement, on est dans la France en déliquescence dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors ça nous amène à notre second sujet, évidemment, on reste sur l'insécurité. Une autre, cette fois-ci, plutôt l'antisémitisme, la montée de la violence et la guerre de civilisation, je pense qu'on peut parler de ces mots-là, face à un islam de plus en plus radical sur notre sol. Donc mardi soir, c'était un millier de personnes, dont de nombreux élus, qui se sont réunis à Montpellier suite à l'attentat de la synagogue de la Grande Motte pour dénoncer donc l'antisémitisme et soutenir la communauté juive. La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, a corrélé cet événement à l'extrême droite, je la cite. Voilà ce que l'ignominie des régimes fascistes et nazis issus des idées d'extrême droite peut produire. Fin de citation. Michel Taube, quand on entend ça, on a quand même l'impression que Carole Delga se moque du monde quand on connaît les profils de l'agresseur. Vous avez tout à fait raison. Comment vous dire, pour moi, le retour de l'antisémitisme, alors moi j'étais militant, étant plus jeune de la LICRA, j'étais des dirigeants, et à l'époque, il y avait de l'antisémitisme, mais il y en avait très peu en France. On se souvient de François Mitterrand se rendant à Carpentras en 1989, parce que le cimetière de Carpentras avait été profané, et la seule profanation d'un cimetière avait provoqué un émoi considérable dans la société française, au point que le chef de l'État se rende sur place pour manifester sa solidarité avec les Français. 30 ans, 40 ans après, malheureusement, on assiste à un antisémitisme quotidien, à une explosion de l'antisémitisme. Et moi, je rappelle toujours que l'augmentation brutale des faits d'antisémitisme en France s'est passée dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, c'est-à-dire avant même la riposte israélienne. C'était un moment où tout le monde était dans l'effroi de ce crime contre l'humanité qui avait été causé, qui avait été organisé par le Hamas en Israël.
et qu'il n'y avait aucune riposte israélienne. Et déjà, il y avait l'effet d'antisémitisme. Déjà, il y avait l'imam de Beaucaire qui avait commis sur Facebook des posts demandant à tuer tous les juifs qui sont cachés derrière des arbres ou qui il se basait sur un des versets du Coran pour étaler son antisémitisme. Quand vous dites Il ça, a c'est été pour... d'ailleurs condamné en première instance et en appel, quel scandale, qu'à une peine de prison avec sursis d'1 an et pire, à une interdiction de prêcher que pendant 1 an. Alors vous imaginez un imam antisémite, jugé antisémite, n'est empêché d'exercer sa haine que pendant 1 an. Il aurait pu être démis de ses fonctions, on aurait pensé à ça. Voilà, c'est totalement scandaleux. Donc, non, l'antisémitisme, au jour d'aujourd'hui, il est très simple. Il vient de l'islamisme radical. Il faut nommer les choses, il faut dire les choses. Aujourd'hui, les antisémites, il y en a à l'extrême droite, il y en a dans une partie de la société française. La plus beaucoup. Mais ce ne sont pas des antisémites qui le disent publiquement. Ce ne sont pas des antisémites qui s'attaquent à des synagogues. Ce ne sont pas des antisémites qui agressent, qui violent ou qui agressent des jeunes filles dans la rue, comme on a pu le voir récemment. Ça, non. Les antisémites qui aujourd'hui sévissent et qui ont une sorte de liberté d'expression totale, ce sont des islamistes. Et donc, moi, je dis très clairement, nous avons en France beaucoup de Français de confession musulmane. Ils sont très nombreux. Ils font partie de la société française. Ils sont français. Pour la plupart, ils sont français. Beaucoup ne sont pas étrangers. J'insiste. Quand on parle d'immigration, on se trompe. Aujourd'hui, beaucoup de ces musulmans sont français. C'est à eux de faire le travail de lutte contre l'antisémitisme. C'est aux musulmans français de commencer par lutter contre l'antisémitisme qui est inhérent à l'islamisme radical. Mais alors comment est-ce qu'ils en ont vraiment envie ? Si l'islam en France ne se bat pas contre l'islamisme radical, on n'y arrivera pas. D'autant que toutes les études montrent que chez les jeunes Français de confession musulmane, la radicalité de l'islamisme radical est en train de gagner. Oui. C'est-à-dire que pour une majorité, toutes les études le montrent depuis presque 10 ans, pour quasiment une majorité de jeunes Français de confession musulmane, la charia est considérée comme supérieure aux lois de la République. C'est pour ça que j'allais dire comment est-ce que des musulmans peuvent véritablement combattre l'islamisme, parce que l'islam, de fait, est radical en soi et conduit souvent à l'islamisme tout de même. Alors moi, je suis plus nuancé là-dessus. Je considère que toutes les religions sont radicales à leur manière. Dans l'histoire, le judaïsme, le christianisme, comme l'islam, ont été... Pas de la même manière du tout et pas à la même ampleur. Elles ont eu leur période de très grande violence, sauf qu'elles ont été domptées. Elles ont été enserrées dans des cadres rationnels et politiques qui ont dit, ça a été le sens des lois de 1905 par rapport à l'Église catholique, très bien, vous avez le droit d'être croyant, pratiquant, etc. Mais ça, c'est chez vous, c'est dans vos églises et ça n'est pas à l'école. On est dans des sociétés sécularisées et l'islam doit connaître cette même sécularisation que les autres religions. Ensuite, j'ajoute que ça n'est pas qu'aux musulmans de faire ce travail. C'est aussi à l'État français. De les forcer à s'assimiler aussi. Absolument. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis alsacien, je viens en France, on a grandi, on a le concordat entre l'Église catholique, les protestants, les juifs et l'État français. Moi, je dis, on n'y arrivera pas si on ne dompte pas l'islam en France. C'est-à-dire, si ce n'est pas l'État qui impose aux musulmans de sélectionner les imams, de ne prendre que des imams français qui parlent parfaitement le français, qui connaissent la France et qui sont républicains et qui prônent un islam de tolérance et d'ouverture. Sinon, on n'y arrivera pas. Et ça suppose de faire un très grand ménage, malheureusement, parce que la réalité, la sociologie de l'islam en France, c'est qu'il est de plus en plus radical. Et plus on perd de temps, Nicolas Sarkozy avait essayé de créer un islam de France, il a complètement échoué au point qu'on se demande même s'il en avait véritablement l'intention. Donc on perd un temps fou, c'est extrêmement urgent. Mais oui, l'islam est en train de se radicaliser en France, c'est une réalité. Le conflit Israël-Hamas n'est qu'un prétexte pour beaucoup d'islamistes pour faire avancer leur doctrine totalement anti-féministe, anti-occidentale, anti-liberté et qui avance de façon considérable. Donc c'est à cela qu'il faut s'attaquer avec force. L'antisémitisme aujourd'hui, c'est celui de l'islam radical. Il faut le combattre.
c'est aux musulmans de commencer ce combat, aidés par la société française, sinon on n'y arrivera pas, parce que, encore une fois, ces islamistes radicaux, souvent ils sont français, donc on ne pourra pas, par exemple, vous voyez, les déchoir de leur nationalité, les renvoyer dans les pays d'origine de leurs parents ou grands-parents. Aujourd'hui, on a 3 ou 4 générations d'immigrés qui sont devenus français. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se tromper de Sans combat. parler des conversions. Donc, le combat, il est idéologique et il passe par une politique très audacieuse, très volontariste de domptage, entre guillemets, de l'islam pour le protéger de l'islam radical. Ouais. En tout cas, c'est... Il y a une double, disons, cible dedans, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les musulmans, puis il y a aussi ceux qui s'en servent. Et moi, je pense évidemment à l'extrême gauche, à la France insoumise. Vous parliez d'une sorte de déplacement tout à l'heure de l'antisémitisme sur l'échiquier politique. On comprend bien qu'il est évidemment au cœur aujourd'hui du discours d'une frange du NFP. Comment est-ce qu'on combat aussi politiquement ces discours-là? Parce qu'en fait, ils véhiculent d'une certaine manière toutes les idées pro-Hamas dont vous parliez tout à l'heure. L'attitude de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon est scandaleuse. Scandaleuse. Il fut un temps où Jean-Luc Mélenchon était contre le port du voile, où il était un militant de la laïcité extrêmement clair, net et précis. Et il a complètement tourné Kazakh par un seul intérêt électoraliste, qui est que son électorat, il est aujourd'hui principalement issu des banlieues, principalement fortement de confession musulmane. Il y a eu beaucoup d'études, notamment un sondage de La Croix au lendemain de l'élection présidentielle qui montrait que 70% des musulmans français avaient voté Mélenchon à l'élection présidentielle. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon est devenu le porte-parole des islamistes de près ou de loin, parce que son électorat, il est là. Et c'est dramatique. Jean-Luc Mélenchon a oublié les ouvriers et il a choisi les immigrés, entre guillemets, parce que beaucoup sont des Français d'origine immigrée, et c'est malheureusement totalement suicidaire. Donc oui, évidemment que LFI... je me souviens que 2 jours après le 7 octobre, il y a une première manifestation, c'était le 9 octobre à Paris, pour partager la peine avec les Israéliens et ce qui s'était passé en Israël. Et il n'y avait qu'un député LFI qui avait participé. Je dois le citer, d'ailleurs, Rodrigo Arenas, député de Paris, qui avait participé. Un seul député sur l'ensemble du groupe de LFI. Quelle honte, quelle honte. Oui. Et donc, si vous voulez, il y a effectivement une complicité et une responsabilité politique des insoumis qui ont donné en fait une forme de légitimité politique à ce discours de haine qui est en train d'envahir notre pays, qui est en train d'envahir les quartiers et des pans entiers de notre société. Et c'est dramatique et c'est pas prêt de finir parce que la réalité, c'est qu'ils ont une immunité parlementaire qui les protège et qui va leur permettre de continuer à sévir dans les années qui viennent. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ceux qui ont pu être à une époque des personnes plutôt hostiles au vote du Rassemblement national ont complètement changé d'avis dans la communauté juive. On pense notamment à Serge Klarsfeld, Alain Finkielkraut d'une certaine manière, qui sont tous les deux prononcés lors des dernières législatives plutôt en faveur d'un vote évidemment contre la France insoumise et donc en faveur du Rassemblement national. C'était assez clair dans... Vous savez, vous disiez tout à l'heure que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie doivent se dire qu'on leur a volé le vote des élections européennes et du premier tour des élections législatives. Mais même les Français en général. Ils n'ont pas tort, évidemment. Et en fait, pour moi, la grande leçon de ces 3 derniers mois, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va avoir un duel Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle. Sur vos pronostics? J'en suis convaincu. Mais que malheureusement, ce duel, il va être très très difficile à gagner pour Marine Le Pen. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'entre les 2 tours des législatives, on a vécu ce qui va se passer au 2e tour de l'élection présidentielle en 2027. Là, ces 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Mélenchon et les Insoumis ont été relancés. Et deuxièmement, ils ont gagné entre les 2 tours. La réalité, c'est qu'ils ont gagné parce qu'il y a un front républicain qui a fonctionné. C'est ça la réalité. Tout le monde en a été surpris. Et donc, moi, je dis, et je prends le risque de dire que ce qui s'est passé entre les 2 tours de l'élection législative là nous annonce ce qui risque de se passer en 2027. Le défi, il est considérable parce que oui, aujourd'hui, je pense que le danger, il vient beaucoup plus de l'extrême gauche que de l'extrême droite. On a parlé des valeurs, on a parlé de l'antisémitisme, on pourrait parler d'économie, quoique, selon moi, le programme économique de Marine Le Pen
il est On aussi reviendra dessus fort à l'occasion. critiquable. Mais voilà ce qui, à mon Oui. avis, s'annonce pour 2027. Et donc, le combat idéologique, combat politique, il est devant nous. Donc un duel de civilisation. Écoutez, on en reparlera. Merci pour cet échange, Michel Taube, Merci et à à très bientôt. Merci.